Oh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier animé respectivement par CrowdStrike et le groupe Emeria. Je présente mon acolyte du jour, Franck Perrier, RSSI du groupe Emeria. De mon côté, Sébastien Baron, directeur technique de CrowdStrike en France. On est ensemble pour 30 minutes. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous anime énormément en matière d'activité chez CrowdStrike. C'est la protection sur les attaques sur l'identité en temps réel. En matière d'agenda, on va procéder ainsi. On va vous parler un petit peu de l'identité au cœur des menaces dans le paysage cyberattaquant actuel. On va vous illustrer quelques techniques d'attaque qui ont eu lieu sur les derniers mois. Et puis ensuite, je passerai la main à Franck qui vous racontera son histoire dans le groupe Emeria autour de ce sujet-là. N'hésitez pas à intervenir. On posera des questions en fin de session. On gardera du temps pour ça. Et on espère que cette présentation va vous plaire. Tout d'abord, un petit rappel sur qui est CrowdStrike. Donc CrowdStrike, c'est un leader dans le monde de la cybersécurité, particulièrement connu sur la protection des endpoints, EPP, EDR, avec une plateforme cloud native. On a 55 millions d'agents déployés dans le monde, 25 000 clients, on est 7 000 employés. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, qui est partie à la base de la réponse sur incident, c'est-à-dire capacité à déployer très très vite dans des situations critiques des dizaines de milliers d'agents sans reboot, sans risque d'interaction ou de problème, d'exclusion, enfin tout ce qu'on connaît dans le monde de l'antivirus ou de l'EPP classique. On a étendu notre offre à la protection des infrastructures cloud natives, la mise à disposition de nos clients de notre intelligence, parce qu'en fait, cette intelligence, elle est constituée majoritairement par la télémétrie qui nous est remontée par nos 55 millions d'agents et qui nous permet d'avoir une connaissance très précise de l'état du paysage des menaces mondiales et des motivations des cyberattaquants, qu'elles soient étatiques, cybercriminels ou activistes. On a étendu avec la partie protection des identités. Vous allez voir que c'est un sujet qui est souvent méconnu, souvent incompris et qui est pourtant une surface d'attaque majeure aujourd'hui. On a continué aussi avec la partie sécurité et hygiène IT. Et enfin, sur la partie observabilité. Un précepte, toujours unique chez CrowdStrike, l'agent. Toujours le même agent sur lequel on peut rajouter des fonctionnalités, des modules. Mais une fois que vous avez déployé l'agent CrowdStrike, vous pouvez rajouter à la volée l'intégralité de notre portefeuille sans jamais avoir ni de reboot, ni d'agent supplémentaire à déployer. Et pareil pour la console. Une seule infrastructure, 100% cloud native. Quand on parle de vecteur d'attaque, quel qu'il soit, qu'on parle d'un vecteur d'attaque sur la messagerie, qu'on parle de vecteur d'attaque sur le poste de travail, qu'on parle de vecteur d'attaque sur la partie réseau, authentification, peu importe, sa capacité à vaincre les cybermenaces repose essentiellement sur votre compréhension du problème. Qui vous attaque, pourquoi, comment. Vous pouvez prendre tous les scénarios d'attaque possibles, qu'on parle de DDoS, qu'on parle de rançon logicielle. À un moment, il y a un assaillant ou plusieurs qui se mettent en rang, qui définissent une stratégie, qui viennent d'un pays, qui ont des motivations et qui vous attaquent. Donc il faut, pour bien appréhender le problème, il faut comprendre le problème plus que s'en protéger. S'en protéger, après, ça sera facile finalement une fois qu'on aura bien compris les motivations, les techniques qui sont en face. En ce qui concerne la partie identité, je vais vous donner quelques statistiques qui émanent donc de nos services de threat intelligence ou qui émanent de nos services de recherche de menaces pour nos clients qu'on propose, où ce sont des cyberanalystes qui analysent les données de nos clients pour détecter les signaux faibles et endiguer des attaques qui sont totalement inconnues de prime abord. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une chaîne d'attaque classique, elle part d'un accès initial, puis un élément de découverte. À un moment, dans toutes les chaînes d'attaque, il va y avoir une notion d'utilisateur, un identifiant, un mot de passe, des privilèges, une escalade de privilèges qui vont ensuite permettre d'avoir accès à une authentification complète ou partielle dans l'entreprise et qui va ensuite permettre de faire mouvements latéraux et impact. Mais à un moment ou à un autre, vous pouvez être certain qu'il y a un identifiant
et un mot de passe ou une méthode d'authentification qui représente l'identité numérique de l'utilisateur qui va être utilisée. Les groupes de hackers ont compris, enfin les plus virulents, les plus efficaces, je ne parle pas des groupes amateurs, même si on s'en protège également, ils ont compris que les 4 premières étapes d'une chaîne d'attaque, ça prenait du temps. Et que c'était un métier à part entière. Et que c'était des étapes qui étaient difficiles à faire quand on n'était pas absolument spécialiste de ce domaine-là, sans risquer de se faire prendre justement par les technologies type EPP, type EDR. Donc ce qu'ils font maintenant, ils ne se prennent plus la tête, ils font comme nous tous, ils font du marketplace, ils font du as a service, pour aller directement là où ils vont avoir le maximum d'impact, c'est-à-dire le mouvement latéral et l'impact final, qui peut être un rançongiciel ou autre. C'est relativement simple en fait, ils se sont organisés, et on voit une recrudescence en fait des spécialistes du vol d'identifiants mot de passe, du vol d'identité, qui les revendent sur des plateformes, dark web, eBay de l'identifiant, pour mettre à disposition des credentials valides, avec des privilèges valides dans vos entreprises. Donc ces access brokers sont des acteurs cybercriminels qui ne servent qu'à ça. Collecter de différentes manières des identifiants, des mots de passe, des identités, des cookies de session valides et les revendre à d'autres groupes d'assaillants qui, eux, auront, une fois ces 4 étapes passées grâce à cet identifiant valide ou ce privilège valide, la possibilité de bouger dans l'entreprise pour faire des choses bien pires et bien plus graves. Je ne vais pas rentrer forcément très longtemps dans le détail de leur fonctionnement, mais en général, leur fonctionnement est à peu près toujours le même. Il y a une notion de botnet qui va arriver. Ça peut être un keylogger, ça peut être un collecteur, qui va arriver sur un poste en général non managé, ou qui va devenir un poste corrompu, qui va permettre de collecter ces cookies de session, ces identifiants et ces mots de passe sur un des postes de l'entreprise, ou un des terminaux de l'entreprise, ou un des terminaux de l'utilisateur de l'entreprise quand on parle d'unmanaged, je pense par exemple à la partie mobile, et puis qui ensuite va exfiltrer vers l'extérieur sur la plateforme de collecte de l'Access Broker ces informations-là, puis ensuite les mettre à disposition sur le marché cybercriminel. 80% du problème quand on parle de l'identité numérique interne dans l'entreprise. C'est confirmé par nos services de Threat Intelligence. À la base, c'est une étude qui a été faite par le Forrester et par Verizon. C'est confirmé par nos services, sur le renseignement chez CrowdStrike. C'est-à-dire que 4 attaques sur 5 qui ont fonctionné, à un moment ou à un autre, il y a eu un vol de credentials et l'utilisation de credentials frauduleux pour se déployer dans l'entreprise. Donc c'est une vraie problématique. Et, vous allez rire, nous on est fournisseurs d'EDR, et bien pour se protéger de tout ce dont je viens de vous parler, l'EDR, ça ne suffit pas. L'EDR, il va vous protéger vos machines, qu'elles soient physiques ou virtuelles, serveurs ou postes de travail, de ce qui se passe au niveau système. Donc en clair, si par exemple, je m'amusais sur mon poste de travail à mettre je ne sais quel outil Mimikatz pour aller essayer de sniffer la base Active Directory de l'entreprise, là l'EDR va sonner. Très bien. Mais l'EDR, à aucun moment, il va être capable de vous protéger des risques sur l'authentification et les autorisations en tant que telles. Exemple, je vole un cookie de session valide qui me permet de me faire passer pour un admin, ou de forger un ticket Kerberos qui me permet de me faire passer pour un admin du domaine. L'EDR sera incapable de le savoir. La seule façon de le savoir, c'est de rentrer au cœur du réacteur, c'est-à-dire dans l'annuaire. D'avoir une solution qui analyse en temps réel les comportements d'authentification dans l'annuaire, qui s'appelle Active Directory, qui s'appelle Azure AD, ou qui soit en fédéré en ADFS, pour pouvoir déterminer quels sont les comptes à privilèges, comment ils sont utilisés, quelle est la la power map en matière de privilèges dans votre entreprise, et si on est sur du comportement valide ou malicieux. Donc c'est vraiment important. Les attaques spécifiques au monde de l'Active Directory, vous pouvez prendre tous les EDR de la Terre, peu importe le compétiteur, peu importe, même CrowdStrike, vous ne serez pas protégé. Ça vous protège des outils qui permettent d'aller attaquer l'AD, ça ne vous protège pas de tout ce qui est valide. Un point qui est hyper important. On va vous parler rapidement d'un scénario illustrant des techniques d'attaque sur l'identité. Tout d'abord, je vous invite annuellement, nos services de Threat Intelligence et de recherche sur le paysage des menaces fournissent gratuitement un rapport qui fait une synthèse de ce qu'on a observé sur les 12 derniers mois.
C'est gratuit, ça s'appelle le Global Threat Report. Celui de 2023 est sorti il y a 4 semaines. Allez le télécharger, c'est hyper instructif. Et ça vous donnera plein de détails par rapport à ce dont je vais vous parler juste après. Notamment, notre équipe CrowdStrike a découvert 77 000 intrusions chez nos 25 000 clients. C'est beaucoup. Ça fait en moyenne 3 intrusions par client. Vous allez me dire, non, mais c'est votre faute, CrowdStrike, vous avez... Non, on les a détectées, donc on les a bloquées. Hein. Mais elles ont quand même réussi à aller jusqu'au client. 112% d'augmentation des access brokers. C'est un marché en pleine expansion. Il a plus que doublé en un an. Les access brokers, c'est spécialiste du vol de credentials, de l'usurpation d'identité. Ça ne fait que croître. Donc ce n'est pas un vecteur mineur. Sur les intrusions qu'on a pu déterminer quand on a fait de la réponse sur incident, 12% avaient des comptes totalement valides. Donc là, quand on parle de comptes totalement valides, on parle de mots de passe trop faibles, on parle de MFA fatigue, c'est malheureusement ce qui a coûté très cher à Uber dernièrement, et donc d'intrusions totalement valides, totalement silencieuses, sur lesquelles aucun EDR ne pouvait bloquer, sauf à faire de l'analyse de signaux faibles. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Développement désormais complètement établi, mais c'est toujours bon de le redire, on n'est plus dans l'ère du malware, on est dans l'ère du sans fichier, donc du command and control, la petite faille qui permet de donner un accès à un assaillant pour pouvoir faire toutes les opérations qu'il veut sur le poste de travail à partir du moment où cette connexion est montée. Donc le malware, il y en a toujours, hein, des virus, des pièces jointes, des choses comme ça, mais les assaillants sont devenus vraiment beaucoup plus intelligents que des bêtes envois de fichiers ou des bêtes téléchargement de fichiers derrière URL. Et à chaque fois, il y a un pattern qui revient 3 fois sur 4, c'est que dans les intrusions, donc une fois qu'il y a un petit command and control qui a permis de prendre la main ou un assaillant qui est rentré, il va créer des nouveaux comptes. Parce qu'il a conscience que les identités qu'il a réussi à obtenir, en général par un access broker, elles ont une durée ultra limitée. Une fois qu'il a réussi à rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vite créer d'autres comptes qui portent d'autres noms, qui sont totalement donc nouveaux et silencieux, et puis il ne va surtout plus utiliser l'identité initiale qui lui a permis de rentrer. Ça lui permet de rester sous silence, et ça marche très bien comme méthode. Enfin, donc là, c'est quelque chose qu'on a bloqué chez un de nos clients, décembre 2022, gros client français. Un compte valide. Donc un compte totalement volé, access broker ou autre, on ne le saura pas parce qu'on n'a pas fait cette recherche-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était parfaitement légitime. Derrière ça, création de nouveaux comptes. Création de nouveaux comptes à privilège pour manipuler. Manipulation de ces comptes, élévation de privilèges. Compte normaux devient compte admin avec des droits importants. Et enfin, l'objectif, siphonner la base Active Directory. Le dump d'identifiant, le fameux process LSAS que vous voyez partout sur tous vos postes Windows, que le hacker va s'amuser à dumper pour ensuite passer tout un tas d'outils qui vont lui permettre de récupérer toute partie de vos identifiants, et particulièrement les identifiants à privilèges dans l'entreprise. Donc on l'a catégorisé, c'est des attaques qu'on a détectées, il n'y a pas de souci, mais vraiment, ça part encore d'un compte valide. C'est très dur à bloquer. Si vous n'êtes pas dans l'annuaire, si vous n'êtes pas sur une technologie spécifique pour l'annuaire, vous ne pouvez pas bloquer ça, ça ne marche pas. Je vais passer la main à mon camarade, Franck, qui va vous raconter son voyage dans la sécurité de l'identité qu'il a commencé il y a bien longtemps, et aujourd'hui, comment il l'opère. Merci Franck. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Perrier, directeur sécurité du groupe Emeria. Emeria, c'est, en France, c'est Foncia, on va dire. Donc, c'est 18 000 personnes en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc. Donc, on est spécialiste des services immobiliers de type administration de biens, gestion de copropriété, transactions immobilières, etc. Donc voilà, donc pas mal de clients, des données à protéger bien évidemment, et puis voilà, il faut délivrer le service quand même au quotidien. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça marche. Un gros bouton là, voilà, c'est bien, c'est un gros bouton. Donc Active Directory, donc on en a parlé, c'est un actif en fait où on peut faire plein d'analyses de risque. En tout cas, ça reste un actif souvent ultra critique.
On n'y pense pas toujours, mais grosso modo, si vous pouvez plus vous authentifier, il y a un problème, quoi. Et surtout, si vous avez des criminels qui ont pris le contrôle sur le système d'authentification, vous n'avez plus du tout d'intégrité et plus du tout confiance dans vos systèmes d'information. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement important et à sécuriser. Donc, alors, dans des sociétés comme les nôtres, moi, je suis arrivé chez Foncia à l'époque, Foncia Group, maintenant ça s'appelle Emeria Group. On était à peu pas moins de 10 000 il y a 5 ans. 5-6 ans, aujourd'hui on est 18 000, donc on a aussi des sociétés qui font beaucoup de croissance. Et puis on peut se retrouver avec des architectures Active Directory compliquées, plusieurs forêts dans plusieurs sociétés. Et donc sécuriser cet ensemble-là, ça devient vite compliqué. Parce qu'on est dans des approches tentaculaires, plusieurs forêts gérées par des équipes différentes. Parfois vous avez un sous-traitant qui gère plusieurs petites sociétés. Vous n'avez pas forcément la main sur eux. Des fois, ils sont internes, des fois, c'est sous-traité. C'est pas toujours très simple. Donc, d'écrire des règles de gouvernance, bonne hygiène, Active Directory, tout ça, les trucs de RSSI, c'est bien de l'écrire. Mais après, est-ce que c'est appliqué? Il faut voir. Active Directory, ça reste un super outil. Ça fait longtemps que c'est déployé. Par contre, ça date un petit peu. C'était en Windows en 2000, je crois. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont découvert, avec mon âge maintenant. Mais bon, voilà, c'est très imbriqué ici dans le legacy, donc dans les systèmes, des vieilles applications, bien souvent un peu pourries, j'ai dit, parce qu'on a quand même tous des applications pourries d'un point de vue technique, et qui mettent vraiment à risque l'ensemble du système d'information, parce qu'on ne peut pas les patcher. Alors, c'est pas parce que les gars de la prod ne le veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'on a des couches Java qu'on ne peut pas toucher ou des trucs comme ça. Donc déjà, vous avez un ensemble de systèmes d'information qui sont branchés et qui sont trustés à votre Active Directory, qui est critique pour l'authentification de tous les collaborateurs, mais également des administrateurs qui ont le droit de vie et de mort sur votre système d'information. Combien de personnes ont configuré leur firewall, leur administration de firewall, leur VMware, tous ces trucs-là dans des groupes Active Directory. Voilà. Donc c'est vraiment un truc super dangereux. Et finalement, beaucoup de systèmes un peu non sécurisés sont trustés. En plus, c'est quelque chose de finalement compliqué. Parce que Microsoft, c'est quand même un environnement, c'est une très très bonne boîte d'ingénieurs. Et c'est très ouvert finalement. Il y a plein de méthodes d'authentification. Des fois, il y a des vieilles méthodes d'authentification. On va prendre NTLM, Kerberos, LDAP. Il y a des mécanismes de synchronisation multimètre, donc on peut se mettre à écouter le réseau, voilà, on peut comprendre plein de choses juste en écoutant le réseau. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise bien comment ça fonctionne à l'intérieur. Et si c'est compliqué et si complexe, il faut savoir qu'il y a des hackers, donc des chercheurs qui ont trouvé des façons de s'introduire dessus. Typiquement, en plus, faut se le dire, à Microsoft, la sécurité, parfois ça fait un peu d'eux, notamment quand on voit comment l'authentification de Windows fonctionne avec des hashes. Il suffit d'avoir le hash, de passer le hash sans même connaître le mot de passe, le hash du mot de passe, et vous êtes authentifié, il passe de hash. Vous avez finalement tous les tickets de session, donc tout ce qui vous autorise à aller sur leurs ressources qui sont signés avec un mot de passe qui est dans le compte KRBTGT, donc Attack Golden Ticket. Voilà, il y a des trucs quand même qui sont quand même... Et effectivement, les attaquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ça, entre autres, pour prendre le contrôle d'AD. Et comme tu le disais, le DR, lui, va rien voir parce qu'on est sur une attaque applicative. C'est un peu quand on fait du pen test sur des applications web, c'est pas la même chose que pen tester une infrastructure. Là, c'est pareil. L'outil de protection d'Active Directory, en tout cas, il doit comprendre les flux d'authentification. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, autour de ça? Alors, ça, c'est la réalité, je pense que c'est notre réalité à tous. Il faut se dire les choses comme elles sont. On a des systèmes d'information critiques et qui sont à risque parce qu'ils ont un écosystème sur lequel il y a toute une histoire derrière. Alors, si on regarde le slide d'après, en fait, il y a 3 axes. Quand on est RSSI, on commence un peu par la compliance, les analyses de risque, tous ces trucs-là. Mais on va surtout essayer d'écrire des règles, des bonnes pratiques, des choses comme ça, et aller voir les équipes de production. D'ailleurs, quand on les a à notre main, on ne les a pas toujours. Quand c'est des sous-traitants ou des gens comme ça, dans des petites structures qu'on vient d'acheter, c'est pas toujours facile. Donc, d'écrire des règles d'hygiène informatique. Bon, passer par un bastion, passer par des machins comme ça. Bon, c'est bien, ça marche parfois, mais parfois on n'arrive pas à le faire. Et puis, on est confronté à l'humain.
L'humain, vous savez, c'est nous, hein, donc on ne peut pas tout faire, et fort heureusement d'ailleurs. Et donc l'idée, c'était de se dire, mais pourquoi, au-delà des documents, des politiques qui sont parfois jamais lus, pas toujours appliqués, parce qu'elles ne sont pas lues, et est-ce que je ne pourrais pas sensibiliser tout simplement en donnant à nos administrateurs la visibilité sur l'état de santé de l'Active Directory, notamment l'état d'hygiène en termes de gestion des comptes informatiques, désactivation des comptes, utilisation des comptes admin du domaine, est-ce qu'on a des comptes de service qui sont admin du domaine, enfin des trucs dangereux, quoi. Et ça, bon, c'est un peu naïf comme approche, mais je trouve que c'est assez sympa. Alors, nous, avec Thierry, qui est là, on avait déployé un SIEM QRadar qui marche très très bien, d'ailleurs, c'est excellent, une très bonne technologie. Mais néanmoins, ça reste un outil de deuxième défense. Et pour les opérateurs, enfin les ops, c'est pas toujours facile parce que d'aller lire les logs en brut, ça parle pas toujours très bien, ils n'ont pas toujours le temps. Par contre, avoir un outil spécialisé comme ça qui vous remonte un petit peu, pas toute la log complètement, mais finalement le comportement qui permet de faire du hunting, des choses comme ça, ben ça c'était plutôt pas mal, assez intéressant. Donc l'approche, moi je l'aime bien avec Preempt, vous regarderez, enfin Preempt, alors, nous on est les premiers à avoir installé, ça s'appelait Preempt, c'est l'ancien nom avant que CrowdStrike rachète la solution. Ça s'appelle désormais CrowdStrike Identity Protection. J'ai du mal, parce que j'aime bien le terme, parce que préempte, on préempte l'attaque, on est juste avant, et c'est assez intéressant. L'autre approche sur laquelle tu as beaucoup parlé, c'était la partie détection. Et effectivement, d'avoir, on peut faire des use cases dans un CIEM, machin, etc., mais d'avoir des gens qui sont spécialisés sur l'AD, c'est encore mieux. Et surtout, le fait d'avoir un agent, on n'est pas en train d'écouter que des logs, on écoute du comportement. Et ça, c'est la différence. On peut deviner du comportement en analysant des logs, mais là, on est carrément, l'agent, il est juste au-dessus du LSAS. Donc, il va choper, il va attraper, excusez-moi, il va attraper les authentifications et toutes ces choses-là. Et donc, en fait, quand on m'a présenté ça, je ne sais plus, c'était en octobre ou en 2018 ou 2019, bon, je me suis dit, bon, encore un outil pour faire de la détection, je peux le faire ça dans mon SIEM. Mais surtout, quand on comprend qu'on a un agent qui traque et qui travaille l'authentification, qui travaille tous ces éléments-là, ça fait la différence. Moi, j'ai utilisé Guardium pendant des années, donc un autre outil d'IBM. Je ne suis pas payé par eux, mais tout simplement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un agent, et pendant un moment, je m'étais dit, Guardium, c'est un outil de protection des données, et vous avez presque plus de pouvoir que le DBA. Donc en tant que sécurité, c'est intéressant, pas d'avoir le pouvoir, mais le contrôle. Et là, c'est pareil. C'est avec CrowdStrike Identity Protection, l'agent, vous pouvez configurer l'agent pour qu'il puisse avoir une posture de protection. Et typiquement, si vous dites, bah tiens, moi, le compte de service là, il ne peut pas être utilisé en dehors de cette machine-là, de cette machine-là, de cette machine-là. S'il est utilisé en dehors de cette machine-là, tu refuses l'authentification. Typiquement, finalement, si vous avez des gens, des architectes ou des gens qui maîtrisent les applications, vous pouvez circonscrire l'utilisation du compte de service. Et s'il ne peut pas mettre autre chose qu'un compte admin du domaine, parce que potentiellement, au moins, on peut protéger ces éléments-là. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé aussi, au-delà de l'approche hygiène, qui est très importante, hein, c'est fondamental, parce que ça, c'est effectivement petit à petit, mais c'est un travail de long terme, la capacité de détection et puis de mettre sous écoute, typiquement détecter du pass de hash, du golden ticket, de tous ces trucs assez effrayants. Alors, c'est effrayant quand on est du côté de la défense, quand on est du côté de l'attaque, c'est un vrai bonheur. Mais enfin, je dis ça quand on fait de l'offensif en pentest. Et donc l'approche protection et blocage, moi j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant. Et voilà un tout petit peu. Donc un petit peu, qu'est-ce qu'on a fait nous sur. Alors j'ai un petit partagé un petit peu dans le temps comment ça a évolué. Donc on a découvert à l'époque Preempt, c'était en 2019. Et puis on a commencé à regarder la partie hygiène. Et puis aussi, on s'est dit, bah, tiens, vous savez, vous avez des fois des administrateurs qui sont super intelligents, ils prennent un groupe built-in, et puis ils mettent des groupes dedans, et puis ils mettent des groupes dedans, et puis ils mettent des groupes dedans, et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec 8000 administrateurs. Tu lui dis, mais comment ça marche ton modèle? Attends, moi j'applique les bons modèles de Microsoft, mais on ne vit pas sur la même planète. Donc ça, c'est super dangereux, et le fait avec tout typiquement CrowdStrike, vous dites, donne-moi tous les comptes à privilèges, et CrowdStrike, il va vous donner tous les comptes à privilèges. Et lui, il va remonter tout l'héritage dans les groupes, etc. Mais un compte à privilèges, ça peut être
un opérateur de sauvegarde. Typiquement, opérateur de sauvegarde, il fait l'export de la base NTDS, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et ben à partir de ça, après, il fait du brute force, c'est ce qu'on fait avec Synetis régulièrement. Il fait du brute force régulièrement sur l'AD, et là, il va vous casser des mots de passe. Hein, les exercices de cassage de mots de passe, si vous en avez fait chez vous, je pense, en général, ça fait mal, hein, parce qu'on trouve beaucoup de mots de passe, surtout avec Synetis ou XMCO, des gens comme ça, qui ont l'habitude de le faire. Et quand on fait l'exercice régulièrement dans la même entreprise, bah, les dictionnaires sont beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'était intéressant. Le truc qui était bien, c'est que derrière, si vous êtes un peu développeur, et vous avez des développeurs dans votre équipe, il y a une API qui est formidable aussi. Donc vous pouvez utiliser l'API, faire vos rapports pour les commissaires aux comptes, etc. Donc on a commencé là-dessus. Et puis après est arrivé le Covid, et c'était aux alentours du 2020. Je sais qu'on a eu beaucoup au niveau des entreprises, beaucoup d'alertes qui venaient de l'ANSSI, qu'on peut remercier d'ailleurs, beaucoup d'alertes, et mes patrons étaient très, très, très inquiets sur les ransomware. Et du coup, en fait, nous, on avait préparé le truc les systèmes avec notamment Mohamed dans mon équipe, on avait fait une démonstration des fonctionnalités de blocage de Preempt, enfin de Falcon Identity Protection. Et ça, voilà. Et du coup, notre DSI a dit, tiens, tu nous le déploies rapidement. Donc, du coup, on a déployé du MFA pour les authentifications RDP, des authentifications NTLM, enfin des trucs comme ça. Et donc, les administrateurs VMware, authentification multifacteur. Et le truc qui est super intéressant par rapport à d'autres technos, celle-ci, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer un agent, vous n'avez rien besoin d'installer nulle part. Le seul agent qui est installé, il est dans l'AD. D'accord? Et c'est bien le processus de l'agent qui contrôle l'authentification et qui dit, c'est clairement, vous faites du ZTNA ou Zero Trust, tous ces trucs marketing, là, bon, bref. Mais sérieusement, vous protégez l'authentification en fonction du contexte. Et ça le fait très bien. Et c'est ce qu'on l'a déployé à ça. On l'a déployé. Après, on a rencontré des problèmes parce qu'on avait des sous-traitants qui ne voulaient pas utiliser les téléphones pour s'authentifier. Donc, on a fait de l'intégration avec les YubiKey. Et puis, au bout d'un moment, c'était tellement compliqué à gérer les YubiKey qu'ils ont décidé de prendre leur téléphone. Bon, voilà, tout ça, c'est des petites histoires marrantes. D'accord. Donc, on a fait l'intégration, bien évidemment, avec Okta. Donc, mon ami Thierry qui est là, qui nous a déployé ça chez Emeria, chez Foncia, etc. Donc, intégration à Okta, donc pour porter l'authentification multifacteur, etc. Donc, on est passé là-dessus. Et puis, à force de faire des exercices, je dirais, de cryptanalyse, c'est-à-dire d'exporter notre base NTDS, enfin, pas la nôtre, maintenant celle de tous les AD du groupe, quasiment. Alors, on n'a pas 150 000 non plus. Et on fait des exercices vraiment régulièrement. Et au bout d'un moment, on s'était dit, il faudrait qu'on ait une posture quand même, au-delà de sortir des statistiques, de faire de la sensibilisation, c'est pas bien, il faut faire mieux ça. Il faudrait qu'on ait une approche, je dirais, un peu plus coercitive de la sensibilisation. L'idée, c'était de faire l'over-security. Je t'ai demandé de faire ça, tu le fais pas. Je t'ai demandé, tu le fais pas. Maintenant, tu peux pas faire autrement. Voilà, c'était ça le but du jeu. Et le fait d'avoir des solutions comme ça qui lient l'hygiène, donc avec la sensibilisation, l'explication et la coercition après, progressive, toujours progressive. Le métier est là pour travailler, c'est lui qui nous paye, il ne faut pas l'oublier. Mais ceci dit, et c'est ce qu'on a fait, donc au bout, à force de faire des exercices de crypto-analyse, on a utilisé une fonctionnalité de CrosStrike qui consiste à dire, si vous avez des mots de passe que vous ne voulez plus voir, je veux dire, Foncia 1, 2, 3, machin, etc., prenez votre société, vous mettez 1, 2, 3, il y a plein de gens qui utilisent ça, et les hackers le savent, et puis ils nous défoncent comme ça. Et dans ce cas-là, c'est plutôt sympa parce que vous mettez votre dictionnaire, et puis à partir de ce moment-là, si la personne change son mot de passe, mais Foncia 1, 2, 3 par exemple, ça marche. Enfin, ça marche pas longtemps, hein, parce qu'on le détecte. Et après, nous, on a fait des développements, mais avec CrosStrike, vous pouvez forcer immédiatement le changement de mot de passe. D'accord, ça, c'est plutôt intéressant. Et finalement, on a pu démontrer avec nos partenaires Synetis, avec qui on fait des pentests aussi, que notre posture, notre robustesse de mot de passe a considérablement évolué. Il y a une différence entre un mot de passe dur et un mot de passe robuste. Dur, il est compliqué, machin. Robuste, il est compliqué par rapport aux attaques. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a pas mal déployé. Et puis en juillet de l'année dernier, et ça c'est vraiment un plus de CrosStrike, je vous le dis clairement, parce que nous on était on-prem, et donc on pouvait protéger que ce qui était lié avec des connexions VPN IPsec. Alors déjà, nous, il y en a une règle chez nous, des trusts entre domaines, c'est interdit. Voilà. Il n'y a plus de trust entre domaines, on fait des applications web maintenant, fédération d'identité Okta, etc. Mais le fait de se dire,
on passe sur une approche cloud, complètement cloud. Ça veut dire que tout le sensor, toute l'architecture qui traite la télémétrie, elle n'est plus dans le data center, elle est dans le cloud. À partir de ce moment-là, vous déployez vos agents sur tous vos contrôleurs de toutes vos forêts dans votre groupe, et vous avez le contrôle total sur ce qui se passe dans tous vos AD dans une seule console. Ça, c'est à peu près le même concept que l'EDR, qui est magique quand il est passé dans le cloud, où finalement, vous voyez tout ce qui se passe. Et après, il y a une nouvelle génération de SIEM, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et là, maintenant, on a une grosse activité d'acquisition aussi. Et on a intégré de plus en plus dans nos patterns le fait de déployer systématiquement les agents sur les contrôleurs de domaine, où qu'ils soient, mais également sur Azure. Parce que sur Office 365, typiquement, vous avez peut-être des choses comme ça, mais vos comptes, qui sont directement les comptes de tenantes qui ne sont pas dans vos AD, vous pouvez avoir aussi de la visibilité dessus. Donc on a la visibilité sur Okta, sur Azure, sur les AD. Donc pour protéger l'authentification, c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage. Il nous reste 1 ou 2 minutes pour prendre 1 ou 2 questions rapidement si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions pour nous autour de cette présentation? On reste aussi disponible sur nous au stand CrowdStrike. Franck, dans les allées à tout moment. Oui. Donc, chez CrowdStrike, on a un agent unique, mais on n'a pas une fonction unique. Donc, vous pouvez tout à fait déployer l'agent CrowdStrike pour ne faire que de l'identité sur votre infrastructure existante, même si vous n'êtes pas client CrowdStrike sur la partie EPP, EDR. C'est une solution totalement indépendante. C'est d'ailleurs le cas de mon voisin. À son grand regret. À mon grand regret. Mais j'y travaille. Bon, pas d'autres questions. Je vous remercie d'être venu. J'espère que ça vous a plu. On reste disponible. Merci de votre attention et à très bientôt. Ancien collègue chez Citrix, dans la vie d'avant, il y a longtemps. C'est une belle boîte maintenant. Ouais, ça va, je repars en chasse. Ouais, c'est une chose intéressante. C'est pas mal. Bon, en fait, on avait regardé aussi, effectivement, ce qu'on faisait, pour faire compris la prévention. C'est ça que j'aime bien dans ton retour d'expérience.